Notre Zidane à nous, j'ai nommé Djamel Zidane. Djamel, bonsoir et merci d'être parmi nous ce soir. Merci. Et quand je dis j'ai l'honneur, ce n'est pas que pour la formule. Croyez-moi, c'est un véritable honneur que d'accueillir Djamel Zidane qui rarement participe à des plateaux télé. Merci. J'ai également l'honneur de recevoir pour vous notre ami Yazid Wahib, journaliste sportif au quotidien Al-Watan. Yazid, bonsoir. Bonsoir. C'est votre deuxième participation. J'espère que ce ne sera pas la dernière, car je compte sur vous pour les deux autres numéros. Inch'Allah. Alors, messieurs, avant de parler de ce mondial mexicain, j'ai envie de revenir au mondial de 82, vu que vous, Djamel Zidane, vous y étiez déjà. Vous êtes un peu le symbole de cette continuité entre l'équipe de 82 et l'équipe de 86. Aujourd'hui, quel souvenir gardez-vous de cette première participation à une Coupe du Monde en 82, donc en Espagne? Ça a été une participation historique. C'était la première Coupe du Monde pour les Algériens. Donc nous étions très motivés pour aller en Espagne et essayer de faire de très bons résultats. Et je crois que sur l'ensemble de cette Coupe du Monde, on n'a pas déçu le public algérien. Est-ce que vous n'aviez pas ce sentiment ou ce goût d'inachevé? Vous pouviez aller plus loin. Oui, c'est vrai, parce que si, après le temps passé, si vous revoyez, n'oubliez pas qu'en 82, l'Algérie a possédé des joueurs exceptionnels et une équipe nationale exceptionnelle. Donc, on pouvait peut-être espérer aller mieux, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça, peut-être c'est dû à un peu d'inexpérience de la part peut-être certains joueurs et tout ce qu'il y avait autour de nous à cette époque-là. Quel impact a eu cette Coupe du Monde sur vous, sur votre carrière? C'est vrai que vous étiez resté dans votre club, Courtrai donc, en Belgique, mais est-ce que votre statut a changé? Lorsqu'on est mondialiste et on revient à notre équipe, est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, ça a changé parce que n'oubliez pas que ce n'est pas donné à tout le monde de faire une Coupe du Monde. Ça arrive une fois avec votre âge, avec les capacités que vous avez sur le plan footballistique. Et je crois que pour un joueur, faire une Coupe du Monde et comme nous en avons fait deux, je crois que nous sommes très heureux, nous sommes très heureux sur le plan sportif. Après cette Coupe du Monde 82, plusieurs joueurs Yazid ont été approchés par des clubs étrangers. Effectivement, l'équipe nationale a brillé en Coupe du Monde. Elle a attiré les regards de beaucoup de clubs et de recruteurs qui sont intéressés au marché algérien. Bon, quelques joueurs ont eu la possibilité, la chance et le bonheur d'aller tenter une aventure professionnelle. Malheureusement, ça n'a pas été le cas de la majorité des autres joueurs qui sont restés pour animer la compétition au niveau national. À cette époque-là, je crois qu'il y avait une certaine limite d'âge pour pouvoir accéder à une carrière professionnelle. Oui, c'est ce qui a empêché certains, justement. Oui, à l'époque, il y avait un règlement qui interdisait aux joueurs de quitter l'Algérie s'ils n'avaient pas atteint 28 ans. À 28 ans, il était difficile d'attirer la convoitise des clubs professionnels. Lorsque des joueurs âgés de 20, 22, 23 ans brillent en Coupe du Monde, comme c'était le cas de la majorité des joueurs de l'époque, bien sûr, c'était intéressant pour eux et pour les équipes professionnelles désireuses de s'attacher à leur service. Mais les obliger à rester jusqu'à 28 ans, je crois que c'était une erreur qui a compromis les chances de beaucoup de joueurs d'embrasser une carrière professionnelle. Qui reste frustré jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Bien sûr, parce qu'ils avaient les possibilités, ils l'ont démontré en Coupe du Monde. On s'attendait par exemple à voir un Belloumi évoluer dans les plus grands clubs européens à cette époque-là, ce qui n'a pas été hélas le cas. Bien sûr, ils ont été bloqués par, on le disait, par le règlement de la fédération et du ministère. Et ça s'est débloqué à la faveur d'une décision du défunt Chadli Benjdid qui, lors d'une réception avec les joueurs de l'équipe nationale, des joueurs l'ont approché, ils ont émis le vœu qu'il soit libéré pour aller tenter la carrière professionnelle. Il a donné des instructions aux responsables du secteur, c'est-à-dire au ministre de la Jeunesse des Sports, pour faciliter le départ vers l'étranger des joueurs qui avaient des possibilités. Alors, pour revenir à ce mondial mexicain, Yazid, pour l'histoire, il faut dire que ce mondial devait se tenir ailleurs. Devait se tenir sur le continent
Colombie. Sud-américain, je crois que c'était en Colombie. Oui. Malheureusement, à l'époque, il y a eu des problèmes et des difficultés au niveau de la Colombie qui a empêché ce pays d'abriter la Coupe du Monde. Surtout des difficultés financières. Bien sûr, bien sûr. À l'époque, la Colombie était quand même un pays pas trop nanti. Oui. La FIFA a trouvé la solution en accordant l'organisation au Mexique. Le Mexique était quand même un pays bien mieux préparé que la Colombie. Et là aussi, il y a eu un événement douloureux, c'est que bien quelques mois avant le début de la Coupe du Monde, il y a eu un terrible tremblement de terre qui a coïncidé avec l'arrivée de l'équipe nationale dans la ville de Monterrey pour préparer la Coupe du Monde. C'est-à-dire quelques mois avant la Coupe du Monde. Oui, allez-y, Jamel. Qui m'excuse, moi je reviens sur le statut de joueur qu'a discuté mon ami. Bon, moi je peux vous dire qu'à l'époque, j'étais jeune, j'avais 22 ans. Moi, j'avais pris la responsabilité de partir, je ne dis pas comme aventurier, mais je suis parti quand même, malgré que le statut c'est-à-dire le statut que je devais attendre à 27 ans. Moi, je suis parti à l'âge de 21-22 ans. J'ai fait ma carrière comme elle s'est passée et je suis très heureux. Voilà. Vous jouiez à l'USMA d'Alger. J'étais à l'USMA, c'était l'année où tous les clubs... Toutes vos catégories à l'USMA d'Alger. Oui, jusqu'en équipe senior. Puis à un certain moment, en des années 75-76, ils ont dû rentrer avec les sociétés. La réforme sportive. L'USMA est devenu à l'époque Sonelgaz. Bon, je suis parti juste avant cette réforme. Bon, ça m'a permis de faire plus ou moins une carrière professionnelle dont je ne regrette absolument rien. Jamel, on dit que Zinedine Zidane, quand il était jeune, se prétendait être votre neveu. C'est dire à quel point votre nom était très connu dans le monde du football, même à l'étranger. Oui, surtout. Ça vous fait quoi qu'un Zinedine Zidane? Bon, n'oubliez pas qu'en 82, quand nous on jouait une Coupe du Monde, il avait 10 ans à l'époque. Donc sûrement il était figé sur son téléviseur pour voir l'équipe nationale. Bon, moi je suis content qu'il est devenu un grand joueur et il a pris exemple sûrement, tant mieux. Et le fait que vous soyez algérien justement pour lui était une bonne référence. C'est une très bonne chose pour lui et pour nous-mêmes. Très bien. Ils se sont rencontrés à Clairefontaine à l'initiative d'Abdrahman Bergui, président de l'association Le Guillaume. Et Jamel a remis un maillot de l'équipe nationale. Oui, on lui a remis un maillot de l'équipe nationale, on lui a remis une coupe, une belle coupe, et c'est ce qui lui a permis sûrement de remporter sa première coupe des clubs champions d'Europe, coupe d'Europe des clubs champions. Très bien. Alors, l'Algérie se qualifie pour la deuxième fois consécutive à la plus prestigieuse compétition du football sur le plan planétaire. Une qualification arrachée avec brio, notamment lors du dernier tour face à la Tunisie. Regardons tout cela en images. On reviendra juste après. غير راضي على الطريقه اللي لعب بها المنتخب الوطني. ياحي الهدف الثاني وماجر يضيع والهدف الثاني. سلام ماجر وريشي لحالة النومي وماجر يسجل ماجر يعدل النتيجة. علاقة ممتازة من ماجر يدخل داخل منطقة عمليات ماجر لحل من الناس الهدف الثاني. ما فيش تسلل حسن سعيد والهدف الثاني. عساد يعمل عساد يستعمل المراوغة والهدف الرابع. دقة مع المرور فتحة ممتازة وإصابة أولى نفذ المخالفة والهدف الثاني. الهدف الثاني من بعد ياحي وجه لوجه مع الحارس والهدف الثالث. الهدف الثالث
Alors, avant ce match contre la Tunisie, l'Algérie avait rencontré respectivement l'Angola, puis la Zambie. Un mot peut-être sur ces matchs de qualification. C'était des matchs en aller-retour et à élimination directe. Un mot sur ces matchs, Jamal? Enfin, moi, je n'étais pas présent. Moi, j'étais dans mon club en Belgique. Bon, les nôtres se sont qualifiés. Et ça a été l'essentiel de cette deuxième Coupe du Monde. Mais vous suiviez ces matchs à partir... Heureusement qu'on suivait les matchs, on suivait notre qualification. Ils ne nous ont fait pas appel, bon, parce que bon, vous savez qu'au niveau des clubs, de l'autre côté, il y a une certaine restriction pour laisser partir les joueurs. Bon, mais nous, notre statut, il était fait. On a fait une Coupe du Monde en 82. Il y a eu une deuxième Coupe du Monde et plus ou moins c'était les mêmes entraîneurs, donc ils connaissaient un peu la valeur des joueurs à qui ils n'ont pas fait appel pour les préparatoires de la Coupe du Monde en 86. Moi je me rappelle que j'ai fait les préparatifs de la Coupe du Monde en 82 contre le Nigeria en aller-retour. On a gagné 2-0 là-bas et 2-1 à Constantine. Donc en 86, ils n'ont pas fait appel à moi pour les préparatifs. Je crois qu'ils avaient leur raison personnelle et ils connaissaient déjà notre valeur pour la deuxième Coupe du Monde. Un mot sur ces matchs, Yazid. Il faut dire qu'on s'est fait très peur face à l'Angola, vu que nous avions fait match nul, 0 partout, en Angola, et on menait 3-0 ici à Alger, avant de faillir être rejoint, puisque le match s'est terminé 3 buts à 2. Oui, je pense que ce jour-là, les joueurs sont tombés dans la facilité. Ils ont mené 3-0, ils se sont un peu relâchés. L'adversaire n'ayant plus rien à perdre, s'est jeté avec toutes ses forces pour combler son retard. Il l'a fait à 3-2. C'était tiré par le cheveu si on s'attarde uniquement aux résultats techniques. Mais dans l'ensemble du match, il y avait quand même 2 niveaux de différence entre l'Algérie et l'Angola, au moins. Oui. C'était une qualification méritée à la portée de l'équipe nationale. Et les joueurs se sont fait peur en fin de match, mais la logique a été respectée puisque l'Algérie a poursuivi son chemin vers la qualification à la Coupe du Monde. Et la confirmation allait venir contre la Tunisie. Cette équipe de Tunisie qui avait battu le Nigeria dans le tour préliminaire et qui était pratiquement la bête noire de l'équipe algérienne. Donc il y avait de la revanche dans l'air. Oui, les Tunisiens restaient sur une série de performances contre l'équipe d'Algérie, mais les générations avaient changé. La Tunisie était présente en Coupe du Monde 78, elle était absente en 82, elle a été absente en 86 à cause de l'équipe d'Algérie. À l'époque, nous avions quand même une très belle équipe dirigée par Abel Saadan. Le match de Tunis a été une démonstration. L'équipe nationale a évolué dans un registre qu'on ne lui connaissait pas. Elle s'est imposée avec le cigare, comme l'a dit à l'époque Rabah Saadan, qui n'avait pas bougé de son banc, tellement il était confiant, tellement son équipe était dans la plénitude de ses moyens. Mettre 4 buts à la Tunisie chez elle, ce n'était pas chose facile. Oui. L'équipe de 86 l'a fait. C'était un truc annonciateur d'une aube nouvelle, de nouveaux joueurs, des jeunes joueurs qui s'étaient imposés en équipe nationale. Je crois que l'Algérie venait d'asseoir sa suprématie sur le football africain. N'oubliez pas aussi que l'équipe de 86, c'est l'équipe de 82 à 2 ou 3 jours après. Donc il y a eu une poursuite des joueurs de l'équipe nationale. Donc ça, il faut le signaler parce que c'est très important sur le plan cohésion, sur le plan moralité, mentalité des joueurs qui sont ensemble depuis des années. Et ça joue énormément pour le bien de l'équipe, attention. Hein. Oui, Saadan également, il était en 82. Oui, mais, donc, il n'a pris les rênes de l'équipe qu'en 84, où il a été seul justement aux commandes. En 86, lors des éliminatoires, justement, au cours des 2 matchs contre la Tunisie, Jamal Mennad illustrait la montée d'une nouvelle génération. Oui. Jamal Mennad avait fait 2 gros matchs qui annonçaient l'arrivée d'un futur grand joueur en équipe nationale. Il y avait Mennad, il y avait Yahi aussi qui était monté. Fodel Magharia. Oui, modèle, c'est vrai. Nassardine Drid. Qassi, Chaïb.
Sadmi, le latéral de la JSK, Hamed Sadmi, qu'on salue au passage. Oui. À cette époque-là, de toutes les manières, on ne se doutait pas qu'il puisse y avoir des problèmes entre les joueurs. Tout allait bien. Oui, pratiquement. L'équipe sortait d'une expérience enrichissante en Coupe du Monde. Les joueurs du CRU s'étaient imposés fort logiquement pour décrocher une place de titulaire. Même si Jamal, qui était à l'étranger, était considéré comme un cadre de l'équipe parce qu'il avait acquis encore plus d'expérience en jouant en Europe. Et je pense que c'est la raison pour laquelle le sélectionneur de l'époque, Rabah Saadane, ne lui avait pas fait appel lors des éliminatoires, mais qu'il allait le faire pour la Coupe du Monde, chose qui a été faite quelques mois après. Alors, il y avait de la maturité, mais il fallait préparer cette Coupe du Monde et il fallait bien la préparer. Je vous propose de voir quelques séquences de certains matchs de cette préparation et de revenir discuter avec nos invités sur comment s'est déroulée cette préparation à la Coupe du Monde de 86. كتبت بدماء مليون بطل في المرمى حلوة وداخل المرمى يا سلام ارميها سريعة وطويلة في خطورة الرمي طالع وعبد الله الدحيح طالع عبد الله الدحيح طالع يا الله هدف أول محاولة من ناد وهدف مش عيب فتحة باليمنى والدفاع دخل ثم حركه وزيدان هدف ثاني هدف ممتاز شو جملان مش راح يعمل قدوس يضيعها لا يسجل سجل قدوس صعيبة أو هدف وإصابة إصابة من ماجد Voilà. Jamal, vous n'aviez pas participé également à ces matchs de préparation. Comment vous suiviez cette préparation à partir de la Belgique, là où vous évoluiez à l'époque? Bon, je ne suis pas venu pour les matchs de préparation parce que vous savez qu'on est dans un championnat et on ne peut pas partir à chaque match comme ça, sinon la saison... C'est ce qu'on disait l'autre fois, il n'y avait pas cette fameuse clause qui permettait aux joueurs justement de rejoindre l'équipe nationale lorsqu'il y a un match. Voilà, donc il devait négocier avec les clubs à chaque fois et vu l'importance du match de l'autre côté, tu peux partir ou tu ne peux pas partir. Donc c'est pour ça que plus ou moins je n'ai pas assisté, je n'ai pas participé à la préparation de la Coupe du Monde, mais on est parti directement en Suisse pour le stage final. Oui. Et là on a commencé notre préparation sérieusement. Très bien. Yazid, quels sont les matchs qui vous ont marqué le plus lors de cette préparation? Je ne garde pas de souvenirs particuliers parce qu'on était branchés pratiquement sur la Coupe du Monde, sur les trois adversaires, notamment le monument qui était le Brésil à l'époque. La préparation s'est effectuée normalement contre de nombreuses équipes, sélection par exemple l'Arabie Saoudite, le match le plus important contre un club, c'était je pense contre la Juventus au stade du 5 juillet. Bon, mais on n'avait aucune crainte, on s'attendait à ce que l'équipe nationale réédite au moins sa performance de 82. C'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est comme s'il était normal que notre équipe nationale s'impose, même face aux grandes équipes. Ce n'était plus une surprise pour nous. Oui, puisque l'équipe nationale sortait d'une très belle Coupe du Monde 4 années auparavant. Le fait de jouer le Brésil, c'était pratiquement la Coupe du Monde pour nous les Algériens. Se mesurer contre le Brésil en match officiel, c'était le nirvana pour les joueurs. Ah oui. Parce que l'Algérie avait joué le Brésil plusieurs fois, 2 ou 3 fois avant, dans les années 60, 70. Mais c'était dans le cadre de rencontres amicales. Là, c'était en Coupe du Monde.
contre des monstres sacrés de l'époque tels que Socrate, par exemple. Jouer le Brésil et... Oui, mais pour revenir à ce fameux match contre la Juventus de Turin, est-ce que vous confirmez que Trapattoni avait dit à cette époque-là, nous sommes venus voir Platini, nous avons vu Bellumi? C'est vrai, c'est ce qu'il a déclaré en fin de rencontre, parce que ce soir-là, au stade du 5 juillet, l'Akhdar Belloumi a brillé. C'est vrai que les gens étaient venus pour voir la Juventus, mais ils ont vu une équipe d'Algérie et surtout un Akhdar Belloumi au sommet de son art. C'était annonciateur de lendemain, enchanteur, prometteur à quelques mois de la Coupe du Monde. C'est vrai que Belloumi, ce soir-là, il a brillé contre la Juventus. Alors, avant de partir au Mexique, il fallait arrêter cette liste des 22, puisqu'à l'époque, il n'y avait que 22 joueurs qui faisaient le déplacement. Ça a toujours été un problème pour les entraîneurs. Un peu plus cette fois-ci, puisqu'on assistera à un phénomène nouveau. Plusieurs joueurs qui avaient participé à cette qualification seront écartés au détriment de certains joueurs professionnels que certains ont qualifiés d'être parachutés dans cette équipe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qui se passait naguère en équipe nationale. À la veille d'un grand événement, il y avait toujours des changements et des bouleversements. Et 86 n'y a pas échappé. Juste avant la Coupe du Monde, il y a eu l'arrivée de quelques joueurs professionnels. C'est vrai qu'en 82, il y a eu Maroc, il y a eu Dahleb, il y a eu Mansouri. C'est des joueurs qui évoluaient, il y avait Kourichi qui évoluait en championnat professionnel français. Mais en 86, ça s'est fait, à mon sens, dans un petit désordre qui n'a pas joué en faveur de l'équipe nationale. Des joueurs qui avaient entamé les éliminatoires, qui sont retrouvés exclus. Qui ont vécu ça comme une injustice. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Le joueur, quand il n'est pas sélectionné en équipe nationale, surtout pour la Coupe du Monde, automatiquement, au fond de lui-même, il pense qu'il est victime d'un choix subjectif. Et là, tout est retombé sur le staff technique, et notamment Rabah Saadane. Oui. On dit qu'il a accepté beaucoup de choses qu'il aurait dû refuser. Mais est-ce qu'il avait la possibilité, en 86, de refuser quelques décisions qui n'étaient pas les siennes? Oui. À l'époque, il ne faut pas oublier que le ministère, la fédération, c'était quand même des instances et des structures qui avaient un poids même dans le choix des joueurs. D'ailleurs, par exemple, même maintenant, si vous prenez la Coupe du Monde, bon, je reviens à 2014, parce que si vous commencez à faire le choix des joueurs, il y a des joueurs qui ont fait la participation qui vont être sacrifiés aussi, hein. C'est clair. Voilà, c'est clair. Donc même je peux nommer, c'est pas parce que son père jouait avec moi à l'USMA, je nomme par exemple Adlan Guedioura, bon, sûrement qu'il va être sacrifié, et pourtant il a fait les préparatifs de la Coupe du Monde. Oui, mais Adlan Guedioura est sacrifié, c'est surtout par rapport à son manque de compétition. Oui, d'accord, d'accord. Oui. Mais il a participé au... Oui. Bon, ça c'est une anecdote. Oui. C'est différent. Pour vous dire qu'il y a toujours ce n'est pas différent parce que 2014, c'est une préparation, c'est un entraîneur, il y a un choix du joueur à faire, ils sont obligés de restreindre la liste, ils sont obligés d'éliminer certains, comme ça s'est passé en 82 et 86. Yahe, Bouich et certains d'autres ont été éliminés. Enfin, ça c'est... Vous vouliez dire? Non, c'est normal. Quand arrive l'heure du choix, oui. Il y a toujours, entre guillemets, des victimes. Ouais. C'est pas facile, surtout quand il y a de la qualité. Ouais. Comme c'était le cas à l'époque, en 82, en 86, on le dit, il y avait pratiquement presque une équipe et demie qui pouvait participer à la Coupe du Monde. Malheureusement, les règlements de la FIFA ne permettent pas de prendre tout le monde en vacances. On prend 22 joueurs, c'est des choix, c'est des arbitrages. Mais c'était à l'époque des arbitrages douloureux parce qu'ils ont été faits à la veille de la Coupe du Monde et après une participation de nombreux joueurs aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils ont été remplacés au pied levé par d'autres joueurs qui n'ont pas pris part aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui, je précise, ils n'ont pas pris part aux éliminatoires de la Coupe du Monde, mais c'est des joueurs de valeur. Bien sûr. D'accord. On se met d'accord. Tout à fait. Voilà. Mais vous, Jamal, lorsque vous avez rejoint ce groupe, est-ce que vous avez senti qu'il y avait un peu de zizanie entre certains éléments?
Non, pendant tout le stage qu'on a effectué en Suisse, les joueurs s'entraînaient normalement, on faisait notre préparation le plus logiquement possible. On ne s'est pas rendu compte qu'il y avait de la zizanie au sein de notre équipe. Pratiquement jusqu'à maintenant, je l'ignore. D'accord. Bon. Saaden, à cette époque-là, insistait sur le problème de l'altitude. D'ailleurs, on le surnommait Saaden l'altitude. Le choix de la Suisse n'était pas fortuit, puisque nous avions préparé cette Coupe du Monde au Crans-Montana, donc en altitude, et pourtant, avec le temps, on lui a donné raison. Bien sûr, Saaden, il a étudié. Ce n'est pas un entraîneur qui a enclenché une carrière d'entraîneur juste après celle d'un footballeur. Il a étudié, c'est un entraîneur. C'est un professeur d'éducation physique. Autant du CNAPS. Il était en avance par rapport à son temps. Oui. Saaden, il était tout indiqué que l'équipe nationale fasse une préparation pour s'acclimater en altitude, parce qu'au Mexique, l'équipe allait évoluer en altitude. C'est un paramètre qui a été bien pris en charge, pas uniquement par Saaden, pratiquement par la fédération et le ministère qui s'était impliqué totalement dans cette affaire. L'équipe nationale se devait de faire des stages en altitude pour être fin prête et affronter le problème de l'altitude au Mexique. Ça a été fait parce qu'il y a eu un stage en Suisse à Zermatt, ensuite un stage à Monterrey au Mexique. Oui. C'est les résultats qui déterminent est-ce que c'est un bon ou un mauvais choix, le lieu, la durée et tout. Mais dans l'ensemble, je pense que l'équipe nationale s'est bien préparée pour effectuer une bonne Coupe du Monde. Alors, après une bonne préparation, l'Algérie allait débuter ce mondial avec une rencontre contre l'Irlande du Nord, une équipe qui n'était pas aussi redoutable que ça, et pourtant. Regardez ces quelques séquences de ce match monté par notre ami Yassine Aït Hamouda. الجزائري ببذلة حمراء على الشاشة وإيرلندا الشمالية وورتينغتون قذفة قوية وهدف إيرلندا الشمالية متجادي وتدخل قوي خطأ وخطأ جديد بلباسه الأحمر عصاد هذا وماجر وعصاد انطلاقه من عصاد انطلاقه داخل ملعب العمليات لا ضيع زيدان وماجر ضيع ماجر اصطدام بأحد المدافعين كان بإمكانه شوف الإعادة اصطدام بالرأس ريحة من قاسي سعيد داخل ملعب العمليات يا قاسي سعيد ريحة العصاد لكن ما يفهمش مع رفيقه ريحة والهدف لقاء فريق على في تسلل تهديش لاعبين لكن الحكم يترك اللعب غريبة الحكم يترك اللعب العربي يا سلام يعلن على نهاية المقابلة يعلن على نهاية هذه المقابلة. Match nul, un but partout, un but marqué par notre ami Jamel Zidane. Jamel, racontez-nous un peu ce match. Enfin, n'oubliez pas que l'Irlande, ce n'est pas une équipe facile à jouer sur le plan physique. Ça a été un match très très physique contre l'Irlande. D'ailleurs, nous l'avons vu sur les images, ils étaient très agressifs. Malgré toutes les qualités qu'on avait sur le plan technique et physique, on a eu de très grandes difficultés à passer cette défense. Et je crois que on n'a pas gagné le match, mais notre égalisation est méritée. Hein. La blessure de Majer, qui, rappelons-le, a été évacuée vers l'hôpital, est-ce qu'elle ne vous a pas un peu déstabilisé? Est-ce qu'elle suffit à elle seule d'expliquer un peu cette contre-performance? Non. D'ailleurs, la blessure de Majer vient d'un centre que sur un départ de moi-même à gauche, j'ai centré, il y avait Rassi Saïd au deuxième poteau et Majer qui était au premier poteau. J'ai préféré la donner à Majer. Automatiquement, Majer, quand il est parti pour prendre le ballon de la tête, il ne s'est pas aperçu qu'il y avait quelqu'un derrière lui et c'est ce qui a fait qu'il s'est blessé. Enfin, ça a été une grosse perte pour nous parce que peut-être que s'il serait resté sur le terrain, ça aurait été un autre match et peut-être un autre résultat parce que quand même, Majer, ou vous prenez Majer ou Bloom, un des autres joueurs, c'est des pièces maîtresses de l'équipe. Donc si vous enlevez une pièce maîtresse, donc il y a quelque chose qui manque au niveau de l'équipe.
C'était le match à ne pas perdre ou plutôt le match à gagner vu les autres. Il ne faut jamais rater le premier match. Du groupe, il y avait le Il faut le Brésil gagner. et l'Espagne. Parce que quand tu gagnes le premier match, tu te mets un tant soit peu à l'abri. Tu peux ensuite voir venir, mais ne pas gagner le premier match contre l'Irlande, avant de jouer le Brésil et l'Espagne, deux gros morceaux, tu compromets un peu tes chances. L'équipe nationale aurait dû gagner ce match pour se prémunir, parce que le plus difficile allait à venir. Et je pense qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que ce jour-là, l'équipe nationale ne s'est pas imposée. Et comme l'a si bien dit Jamal, l'Irlande n'était pas une équipe facile à manœuvrer. C'est vrai, c'est des Britanniques, ils ne sont pas techniques, ils sont physiques, ils sont bien en place. C'est difficile de les bouger. Est venu se greffer ensuite la blessure et la sortie de Majer. C'est pas rien. Moi, je pense que ce début, si on peut dire raté, a quelque peu compromis les chances de qualification de l'équipe nationale. Et comment vous avez réagi, vous, après ce match nul? Je parle de vous, les joueurs, du staff technique, des dirigeants. Non, je crois qu'on on ne peut que réagir positivement parce que n'oubliez pas qu'on perdait 1-0. On égalise, bon, on ne gagne pas le match, mais un match, c'est mieux qu'une défaite. Donc on était sur le plan psychologique très positif. Il n'y avait pas de négation, quoi. Oui. Allez-y, Yazid. Je prends exemple sur l'importance du premier match. Généralement, dans un tournoi, l'équipe qui gagne son premier match s'ouvre les chances d'une qualification au second tour. Cette année, par exemple, la FIFA avait mis en place des chapeaux, des groupes, avant le tirage au sort. Oui. Et elle a fait en sorte de changer en dernière minute le classement des groupes pour éviter justement que deux favoris dans un groupe s'affrontent lors de la première journée. Oui. Normalement, cette année, l'équipe nationale ne devait pas jouer contre la Belgique au premier match. Mais la FIFA a fait en sorte pour protéger les favoris afin qu'ils ne s'affrontent pas ni dans le premier match ni dans le dernier. C'est-à-dire de jouer le second match. C'est très important. Bon, quand on présente la chose de cette manière, c'est un peu abstrait. Oui. Mais si on met en place l'ordre des rencontres, le niveau et le gabarit des équipes, on se rend compte que la FIFA, cette année, a protégé ses favoris, s'est protégé dans un souci de préserver leurs chances de passage au second tour. Je le redis, cette année, si la FIFA avait adopté son propre système et ne l'a pas modifié 2 ou 3 jours avant le tirage au sort, il n'y aurait pas eu un match Belgique-Algérie, première journée, le 17 juin prochain, mais bien un Belgique-Russie lors du premier match de ce groupe. C'est un travail de coulisses. Bien sûr, c'est pour protéger. Il y a une forme de protection des équipes supposées être fortes. La FIFA leur a donné un atout par rapport aux 2 autres équipes du groupe. Et ce n'est pas normal. Yazid, vous qui suiviez cette équipe, après ce premier match, ce match nul contre l'Irlande du Nord, est-ce qu'on n'a pas commencé à parler d'un certain problème de clanisme? On disait qu'il y avait 3 clans, le clan des pros, des professionnels donc, le clan des joueurs locaux, et un clan plus ou moins intermédiaire, c'était les joueurs qui évoluaient ici, et qui étaient fraîchement promus pour une carrière professionnelle. Je cite Rabih Majer, Assad et Ben Saoula. Loin du groupe, parce que le groupe vivait dans un espace fermé. Les nouvelles qui sortaient faisaient parfois état de petites dissensions entre les joueurs. Mais je crois que c'est les résultats qui donnent de l'ampleur aux rumeurs ou les thèses. Bon, l'équipe nationale n'a pas gagné son premier match. Ça a donné lieu à quelques petits soucis, je dis quelques petits soucis, qui ont pris de l'ampleur juste après le 3e match, après l'élimination. C'est-à-dire quand l'équipe gagne, on oublie les problèmes, si problème il y a. Mais une fois que la défaite est là, l'élimination est là, on commence à radoter sur des problèmes qui n'ont peut-être rien à voir avec le domaine technique.
Sur le terrain, ça ne se ressentait pas? Non, Ce pense problème pas, de non, pas cohésion, du de tout. solidarité non, entre les non, joueurs? on n'avait pas de. Une fois qu'on rentrait sur le terrain, on était une équipe unie, on était un seul joueur. Je crois que le problème ne se posait pas sur le terrain. Bon, en dehors du terrain, on a toujours des racontards. Bon, n'oubliez pas que dans une équipe ou dans une équipe nationale, il y a toujours des conflits entre joueurs. Que vous prenez l'équipe nationale d'Algérie, l'équipe de France, ou l'équipe de Belgique ou l'équipe du Brésil, vous trouvez toujours des conflits internes au niveau de l'équipe. Mais ces conflits internes, des petits conflits internes, ne doivent pas influencer sur la capacité et les résultats de l'équipe en général. Dans toute équipe, vous trouvez des conflits, mais bon, peut-être en dehors, ils agrandissent ça d'une certaine manière, mais pour nous, au niveau de l'équipe nationale, c'était tout à fait logique. Il y a des problèmes, oui, bien sûr qu'il y a des problèmes. Vous pouvez ne pas vous entendre avec votre patron ou votre collègue, ça arrive. Et en football, c'est pareil. S'il y a deux joueurs qui s'intercalent pour ça ou ça, ils discutent et le problème, il est réglé, c'est tout. Dans toute chose, il y a des problèmes, mais ça, le problème, c'est que ça ne doit pas influencer sur l'équipe. Ça, c'est très important. D'accord. Alors, le match le plus attendu lors de cette Coupe du Monde était sans nul doute le match qu'allait opposer l'équipe algérienne à la sélection brésilienne. Un big match fourni par nos joueurs, même si, hélas, le résultat au final n'était pas à notre avantage. سقراط لجوليوس خويا ومليحة من دريد يا سلام ممتاز دريد ممتاز دريد ممتاز غدراندي هذاك غدراندي فتحة ودريد ممتاز دريد لا في خطأ توصلوش توصل البلومي راهو عليه فالكاو خلفة مليح ركها البلومي ممتازة من بلومي بالرجل اليسرى كي يعطينا رأيه في الشوط الأول هذا كيفاش كان والهدف لا الأدوار بين هذا فالكاو محاولة صعيبة لكن بلومي لا تفوق ممتاز هنا إلى البرازيلي خطيرة ومشاتي خلت على الحارس خلى البرازيلي يسجل علينا أول إصابة. Alors, c'est le match que chaque joueur rêve de disputer. Alors, pour désigner le 11 rentrant, je présume que ça n'a pas dû être facile pour l'entraîneur Rabih Saadane. N'est-ce pas, Jamal? Ouais. Ça, ce match, je devais le jouer coûte que coûte, parce que vu le match, le premier match contre l'Irlande et notre égalisation, moi, je ne vois pas notre entraîneur Saadane pourquoi il m'a écarté ce match. Bon, ça a été une décision qu'ils ont prise. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas contesté la décision dans le groupe, mais j'ai discuté avec lui. Mais c'est moi, je devais le jouer parce que c'était mon match. Parce que moi, je fais un match contre l'Irlande. C'est pas pour me vanter. Il y a un match contre l'Irlande, l'équipe elle perd, j'égalise, il me fait sortir à 20 minutes de jeu. Pour n'importe quel entraîneur, c'était pour préparer pour le prochain match. Le temps de récupération était au moins presque 5 jours. Vous aviez eu 5 jours 5 jours de temps de récupération. Il vient le match du Brésil, il me dit tu restes au banc. Bon, j'accepte cette décision, mais je regrette que je n'ai pas joué ce match parce que pour moi, je crois que ce match était plus facile que le match contre l'Irlande. Parce que l'Irlande, c'était un match très physique. Et là, techniquement, on pouvait le répondre. Parce que si vous commencez à faire la comparaison entre la technique brésilienne et la technique algérienne, vous verrez qu'il n'y a pas une grande différence. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est dommage, parce que c'était un match facile. Pour moi, je parle personnellement, en tant que joueur, en tant que participant à cette Coupe du Monde. En tant que joueur, je donne mon impression. Pour moi, c'était un match facile. Moi, j'ai revu le match plusieurs fois. J'estime que vous aviez fait un gros match. Mais j'estime aussi que si nous n'avions pas perdu plus que ça, parce qu'on avait justement dans les bois un certain Dryd qui avait fait un très grand match. D'accord, Dryd a fait un grand match. N'oubliez pas aussi contre le Brésil, nous avons fait un très bon match et nous avons eu beaucoup d'occasions pour marquer aussi. Le statut du Brésil, on le connaît. Hein. Nous, l'Algérie, c'est plus ou moins une petite équipe. Le statut du Brésil, on ne le conteste pas. C'est une grande équipe, c'est une grande nation de football.
Mais vu ce match, on avait la possibilité de faire mieux que de perdre ce match. Oui, on a découvert aussi un grand Mgharia, Yazid. Oui, Mgharia. C'était une révélation. Mgharia, Nasreddin Drid, Mohamed Qassi, c'est des joueurs Oui, qui évoluent en Qassi championnat Saïd aussi. national, qui ont fait un grand match devant pratiquement Ouais. l'équipe du siècle, le Brésil. Correct. Et je rejoins Jamel pour dire que l'Algérie, elle avait une possibilité de faire un meilleur résultat. Meilleur résultat. Voilà. Parce que la tenue tête au Brésil, l'équipe nationale a bien joué. Les Brésiliens les ont félicités en fin de match. Ils Correct. sont allés les féliciter. L'équipe n'avait pas à rougir après cette défaite. Concédé, nous n'oublions pas, sur une petite erreur défensive. Oui, on a tout mis sur le dos de Mjadi. Ça fait, C'était un problème, partie du c'était jeu. une ça fait mésentente partie entre du lui et jeu. Drid. Ouais, Ça fait c'est partie vrai. du jeu. L'équipe Oui. nationale a raté Sans des erreur, il y aurait- occasions. A raté des occasions. Je me rappelle, Salah Assad a eu une Ouais, balle ouais, de deux match occasions, qu'il a ouais. raté. Ouais, ouais. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon joueur. Midjadi a fait une erreur, Oudrid a fait une erreur. Sur la fraction de seconde, ils ne se sont pas entendus. Bon, il est venu après le ballon, il a marqué. Ça arrive, ça fait partie du match aussi, ça fait partie du jeu, les erreurs aussi. Et parfois, la chance, elle sourit aux Voilà. grandes équipes. Oui. Alors, pour aller très vite, il paraît qu'après ce match, le problème des primes s'est posé. Et certains joueurs, professionnels notamment, ont même menacé de quitter le groupe. En tant que joueur, en tant qu'international, avant de se pencher sur le problème de primes, ils doivent se concentrer pour préparer leur match. Les primes, ça se discute bien avant le mondial, s'il y a prime ou pas pour les joueurs. Vous êtes en Coupe du Monde, vous avez 3 matchs à jouer. Il faut vous concentrer sur ces matchs et ça s'arrête là, parce que ça serait stupide, ça serait bête et stupide de commencer à discuter des primes en pleine Coupe du Monde. Les primes du monde, c'est au niveau de la fédération. Le moment qu'on était, c'était au niveau du ministère. Ça doit se discuter, ça doit s'organiser avant une Coupe Ça, du c'est Monde. ce qui doit se passer. Oui. Pourtant, il paraît que ça ne s'est pas passé comme ça, Yazid. Bon, je crois que le problème de prime à l'origine, c'était un problème de cohésion, parce que les problèmes ont surgi au fur et à mesure qu'on avançait dans la compétition. Des gens qui ne jouaient pas ou qui jouaient peu ont manifesté leur désaccord et ça a débouché sur ces problèmes entre guillemets de prime. En fait, comme vient de le dire Jamel, avant de partir en Coupe du Monde, tout était arrêté. Le niveau des primes par rapport aux adversaires et tout, mais arrivé sur place avec les 2 premiers résultats qui n'étaient pas ce qui était souhaité, sentant que la fin était proche, je pense que des joueurs se sont révoltés, que ça a perturbé l'harmonie du groupe. C'est pas bien. Bon, on peut mettre ça sur le compte de l'inexpérience des participants en Coupe du Monde. N'oublions pas que c'était la seconde fois. Oui. Bon, espérons que ça ne se reproduira plus à l'avenir quand l'équipe nationale ira en Coupe du Monde. Oui, mais avant cela, il y avait le match contre l'Espagne et c'était le match de la dernière chance. Un match que nous devions gagner à tout prix et l'Espagne qui craignait l'Algérie. Ils le disaient dans leur déclaration, l'Espagne craignait l'Algérie. Pourtant, face à cette formation espagnole, nous avions perdu et de quelle manière? Image. كانت الامطار قد تهطلت على مونتيري وضواحيها. تنفيذ ركني على يمين دريد، خروج هذا الاخير وتدخل خاشن على الحارس دريد. هجوم معاكس وهدف بعد ما ضاعت الكره من زيدان. زيد ما زال يعاني بعد التدخل القوي. انتظر من ماجير وبقيه زملائه انهم يتحركوا كثير وخلفها صعبه. مليحه ودبله. كان يبدو كالديري في وضع التسلل في هذه المقطع. والتسلل هذا والتسلل هذا. Alors, messieurs, je
crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Est-ce qu'on s'attendait vraiment à cette déroute après le match contre le Brésil et certains problèmes qui, paraît-il, ont eu lieu entre les joueurs et le staff technique? Dire qu'on s'attendait à une défaite de cette ampleur, non. Après le match du Brésil, après la déception, je pensais que l'équipe nationale allait jouer ses chances à fond. Malheureusement, le match n'a pas été à la hauteur des espérances. L'Espagne s'est imposée 3-0. L'équipe nationale est sortie par la petite porte. Et je pense que la différence entre 82 et 86, c'est qu'en 82, pratiquement le groupe était connu à l'avance. 86, il y a eu beaucoup de changements à la veille de la Coupe du Monde, sans remettre en cause, bien sûr, la valeur des joueurs. Oui, on parle du groupe. Mais je pense que la prise en main du groupe n'était pas la même en 82 et 86. Au lieu que 82 soit un exemple pour nous aider à avancer, au contraire, peut-être dans certains esprits, ça a bloqué l'avancée de l'équipe nationale, avec les conséquences que tout le monde connaît après le troisième match et les quelques chamailleries qui ont eu lieu dans les vestiaires entre des joueurs en fin de. Alors certains ont essayé d'expliquer un peu cette défaite par la sortie de Delite suite à sa blessure. Est-ce que ça suffit pour expliquer un tel échec? Je crois que ce n'est pas assez. Bon, enfin, je reviens sur le match de l'Espagne. Bon, les gens n'ont pas fait attention beaucoup à ce match, mais je trouve que ce match était beaucoup plus difficile que le match du Brésil et celui d'avant. Bon, l'Espagne, n'oubliez pas que dans le temps 82-86, ce n'était pas aussi technique que maintenant. C'était un jeu très, très physique aussi. Et ça se voit. Et on le voit aussi sur la blessure de Dredd. C'était pratiquement une agression. Voilà, c'était une agression. Bon, c'était des joueurs très agressifs à ce moment-là, parce que moi j'étais sur le terrain. J'ai senti pas mal de coups derrière moi. Bon, pour moi, c'était le match le plus difficile. Mais 3-0, je crois que ça ne reflète pas le. Oui, puisque nous nous sommes créés pas mal. Voilà, 3-0, je crois que ça ne reflète pas la physionomie du match. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est encore de l'expérience à prendre pour les prochaines Coupes du Monde. C'est tout. Il faut prendre ça du côté positif. Après toutes ces années, aujourd'hui, on peut dire que c'est la faute à qui? La faute aux joueurs, au staff technique, à l'encadrement qu'il y a autour. Est-ce qu'on n'a pas encore compris? Bon, c'est vrai que nous faisions notre apprentissage, hein, nous étions à peine à notre deuxième participation. Est-ce qu'on a compris qu'une équipe nationale se gère d'une façon professionnelle aussi? Il n'y a pas que les joueurs et le staff technique, il y a tout un encadrement tout autour. Oui, depuis, beaucoup de choses ont changé. Bon, il ne faut pas oublier et jeter dans le panier cette génération de 82-86 qui a fait connaître le football algérien après l'équipe du FLN. Je crois que des enseignements ont été tirés. La preuve, aujourd'hui, l'équipe nationale fonctionne d'une manière bien plus professionnelle, notamment dans le domaine des moyens, de la prise en charge des joueurs. Tout est fait pour placer les joueurs dans d'excellentes conditions. Je pense que c'est l'avantage de participer régulièrement aux compétitions. Ça permet à la fédération de s'améliorer pratiquement dans tous les domaines. Parce qu'une Coupe du Monde, ce n'est pas uniquement des joueurs et un entraîneur, le rendement d'un seul joueur. Il y a beaucoup de paramètres qui doivent être pris en charge, des paramètres d'ordre technique, organisationnel, dans tous les domaines. C'est l'expérience. Aujourd'hui, par exemple, des équipes comme le Brésil, l'Allemagne, l'Italie, quand elles vont en Coupe du Monde, elles sont prêtes pour gagner la Coupe du Monde. Elles mettent le paquet, elles mettent tous les moyens, elles étudient tous les aspects et les paramètres pour parvenir au sacre final. Je crois que l'Algérie doit d'abord confirmer et pérenniser sa présence comme elle le fait actuellement en Coupe du Monde. Il y a un paramètre dont on doit tenir compte, c'est qu'en 82 et en 86, l'équipe nationale a participé 2 fois consécutivement à la Coupe du Monde. Ensuite, il y a eu une absence de plus de 2 décennies. Aujourd'hui, l'équipe nationale s'apprête à participer pour la seconde fois à la Coupe du Monde, seconde fois consécutive. Espérons que ce ne sera pas la dernière avant une éclipse de plusieurs années.
C'est pour ça qu'il faut d'abord pérenniser la présence de l'équipe nationale dans ce type de rendez-vous et améliorer au fur et à mesure toutes les conditions de préparation, de prise en charge pour garantir une bien meilleure participation. En 82, Halima, 82, l'équipe nationale, pour sa première participation, a gagné 2 matchs. Elle a été éliminée à cause d'un match arrangé. 4 années plus tard, elle a récolté un seul point, c'était peu. En 2010, la même chose, un seul point. J'espère que lors de la prochaine Coupe du Monde, on fera mieux. C'est pour ça d'ailleurs que nous revenons à cette histoire. C'est pour d'abord rendre hommage à ces joueurs et dans un deuxième temps, tirer les leçons qu'il faut. Alors, pour finir, votre dernier mot, Jamal Zidane. Je passe le bonjour à tous nos joueurs de 82-86 et à tous les amis téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Et puis, je souhaite bonne chance à notre équipe nationale en 2014. J'espère qu'ils vont faire une bonne participation. On leur demande pas de nous ramener la Coupe du Monde. Bon, s'ils peuvent, pourquoi pas. Mais même qu'ils fassent une bonne prestation. Ça veut dire quoi, une bonne prestation? Ça veut dire, partez en Coupe du Monde, ne décevez pas les Algériens, ne nous décevez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous allez, ne perdez pas avec des gros scores. C'est ce que je veux dire. Maintenant, s'ils arrivent à passer au deuxième tour, tant mieux pour nous et tant mieux pour eux. Voilà, c'est donc la fin de ce deuxième numéro, mais je voudrais surtout pas terminer sur cette note triste. Je vous propose donc un extrait d'une chanson très sympathique de Rachid Iftahi, histoire de leur rendre hommage, notamment au regretté Rachid Baba Ahmed. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 24 ans. C'est le temps qu'il faudra pour notre équipe nationale de se requalifier au mondial. Je remercie à l'occasion Jamal Zidane et Yazid Wahib d'avoir été parmi nous ce soir, vous de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe technique. Rendez-vous lundi prochain, même chaîne, même heure. À très bientôt. Au revoir. Mexico.